Vous êtes metteur en scène franco-portugais, directeur du théâtre de la ville. Vous êtes un grand promoteur du théâtre auprès de la jeunesse, instigateur en 2010 du rendez-vous Chantier d'Europe, dont la 10e édition aura lieu du 8 avril au 2 juin prochain. Et vous allez nous exposer votre vision de l'Europe, du Portugal, puisque je vous ai vu réagir tout à l'heure pendant les informations. Mais avant, on va parler de la Suisse. La Suisse, c'est un peu en Europe, et on a appris, hélas, hier, la disparition de Jean Starobinski à l'âge de 98 ans. Jean Starobinski était un grand critique littéraire. Il a notamment travaillé sur Rousseau, sur Stendhal, sur Racine. Et puis, il avait, en tant que Suisse, puisqu'il est né et mort en Suisse, une passion pour un auteur suisse, un romancier, homme de théâtre, Ramuz, qui a beaucoup écrit sur le régionalisme suisse, qui a travaillé la langue française. Et Ramuz est quelqu'un que vous avez croisé parce que votre première mise en scène, je crois même, était une pièce de Ramuz, une pièce musicale. Parlez-nous de la manière dont vous avez parlé de Ramuz avec Starobinski, Manuel de Marcy-Motta. La chance de rencontrer Jean Starobinski à Genève, où j'étais dans les années 90, à la Comédie de Genève plus exactement. Et en fait, je l'ai rencontré, la rencontre que j'ai eue avec lui était sur Rousseau d'abord, parce que j'avais une passion adolescent pour Rousseau, et en particulier un livre qui est les rêveries du promeneur solitaire. Parce que les rêveries, c'est un mot, je pense, important, et qui me parlait beaucoup dans mon rapport au théâtre, mais aussi notre réflexion sur l'existence. Et ensuite, la notion de solitude et aussi la promenade. Donc, Starobinski ayant écrit dans les années 50, je vais essayer de vous expliquer précisément parce que c'est entrelacé de 3 faisceaux, si vous voulez, cette rencontre. Je reprends, c'est-à-dire celle autour de Ramu, celle autour de Rousseau, et puis l'idée qu'on peut avoir alors du théâtre et du visible et de l'invisible. Et Starobinski, y compris quand il écrit sur Rousseau dans les années 50, se pose la question de l'objet du désir et comment rendre visible ou comment peut apparaître, ou où sont les obstacles qui font que certaines choses n'apparaissent pas. Bon, sans trop détailler sur cette pensée-là. C'était une interrogation importante chez lui, le désir, la transparence. Voilà, exactement. Ces thèmes-là. Donc, moi, ça m'intéressait énormément. J'étais aussi étudiant à ce moment-là, à l'université, et tous ces thématiques qui ont à voir finalement avec ce dont on va parler certainement aujourd'hui, justement de ce qu'on peut appeler l'apparition de certains phénomènes anciens, ancestraux, profonds, violents d'ailleurs, du rejet de l'autre, de la peur de l'autre, pour pouvoir travailler sur ces questions fondamentalement, puisque on pourrait dire que ce sont des archaïsmes, ces archaïsmes qu'on l'on retrouve dans l'idée du diable. Et cette idée du diable, y compris dans la religion chrétienne, si vous voulez, à quel moment le diable apparaît ? Il n'a pas toujours été présent dans la religion. Donc pourquoi il y a le diable ? Alors avec Starobinski, ce qui était intéressant, c'était à Genève, ça a été toute cette discussion. Ça a été cette discussion, on partait de Ramu, qui est effectivement celui qui a écrit, alors vous l'avez dit, l'histoire du soldat, avec cette pièce musicale avec Stravinsky, l'histoire du soldat, et puis ce conte qui est à l'origine de l'histoire du soldat, qui est un conte russe, un conte que vous retrouvez dans le recueil russe d'Afanassiev, qui a recueilli tous les grands contes de la tradition orale et de la grande question de l'oralité. Et vous l'avez aussi dans des contes africains et dans des contes portugais, justement. C'est-à-dire quand l'oralité a voyagé en Europe, mais aussi a fait ce lien et ce pont avec l'Afrique, et puis ce lien et ce pont avec l'Asie. Donc nous avons beaucoup de contes traditionnels et de grandes traditions qui viennent justement de ces voyages entre plusieurs continents. Mais c'est un point fondamental. Et de ça, Ramu, le Suisse, le Genevois, écrit l'histoire du soldat, qui est ce jeune soldat déserteur qui refuse de faire la guerre, qui va rencontrer le diable. Et le diable va le rattraper, il va faire ce pacte avec le diable. Si vous voulez, c'est comme un petit Faust de Goethe, si vous voulez, un Faust de promenade. Et c'est un texte extraordinaire. Voilà, donc Starobinski, pour moi, ça a été une rencontre très, très importante. C'était dans les années 90. Et le texte, finalement, qu'il a écrit sur Rousseau dans les années 50, m'a amené indirectement, je vais vous dire la vérité, je ne l'ai jamais dit ça d'ailleurs, à l'écriture des années 50, dans le théâtre, en Europe, en France et aussi aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire Les Sorcières de Salem, pièce écrite en 52 sur la chasse aux sorcières. On reparlera des Sorcières de Salem tout à l'heure, Emmanuel de Marcy-Motta. Dans les années 50, il y a
un autre homme qui s'exprimait, qu'on va entendre d'ailleurs, Albert Camus. Albert Camus, dont vous avez mis en scène il y a 2 ans l'état de siège. État de siège que vous avez voulu donner à voir à Paris à la suite des attentats du 13 novembre. On écoute Albert Camus. J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la ces affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier. La voix d'Albert Camus, c'était le 22 janvier 1958. Vous avez mis en scène l'état de siège, est dans une mise en scène particulièrement réussie. C'était il y a 2 ans, vous avez voulu le faire à la suite des attentats du 13 novembre et cette pièce résonne de manière extrêmement actuelle sur le plan politique, sur le plan de son message politique, Emmanuel de Marcy-Motta. Et pour moi, c'est très important. Et ce qu'on vient entendre de Camus, là, me donne envie de passer une grande journée aujourd'hui. Je pense qu'on devrait entendre ces voix du XXe siècle. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure si vous m'autorisez sur cette question. Non, mais parce qu'on suit quand même le dialogue. Il faut pas... on ne peut pas tout traiter, mais cela donne envie, cela donne du courage. Je pense que j'ai eu besoin de revenir à Camus. Je dis revenir parce que quand j'avais 18 ans, j'ai monté, c'était une des premières mises en scène qui a compté pour moi, c'était Caligula de Camus. Et je jouais le rôle de Caligula. Et je l'ai fait au lycée, j'avais 16 ans en fait. Et je l'ai fait au lycée à Paris. Et j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir réunir un groupe d'une vingtaine de camarades de lycée. Et on a monté ensemble dans un lycée à Paris. On répétait le soir, la nuit. On avait les clés du lycée, le proviseur du lycée. Non, mais je salue ces initiatives de l'enseignement, de l'éducation, des enseignants, quand ils font confiance aussi aux élèves. C'est-à-dire qu'il y a des programmes à suivre, mais aussi il y a une confiance à donner. Et c'est la question dont parle Camus, finalement. C'est-à-dire comment vivre heureux, parce que c'est une chose très difficile que la question du bonheur chez Camus, mais il faut alors le théâtre pour lui. Chez Camus, il défend l'idée du théâtre. C'est un homme qui aime le théâtre. Il défend le sport. Il aimait le football. Et il aimait le fait de faire ensemble des choses. Et quand il dit comment travailler sa propre liberté, c'est essentiel. Donc, il dit bien aussi que ce XXe siècle, je pense, dans lequel nous sommes en train de finir, nous finissons le XXe siècle. Je pense que le XXIe siècle n'a pas démarré et que je vais y venir par rapport à la question des tours de 2001 et la question des attentats après de Paris du 13 qui m'ont poussé à revenir, du 13 novembre, pardon, le Bataclan, qui m'ont poussé à monter cette pièce d'Albert Camus qui s'appelle L'état de siège, qui a été écrite en 1948. Cette pièce est écrite 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, après les atrocités innommables de ce que des êtres humains ont été capables de faire à d'autres. Et on ne peut pas oublier, on a un devoir de connaissance de l'histoire pour essayer de passer à l'avenir, et y compris sur notre propre Europe, parce que les malheurs du XXe siècle sont des malheurs que l'Europe produit. Et si aujourd'hui on parle d'Europe, c'est aussi de se souvenir que l'Europe peut être le berceau d'une monstruosité terrifiante. Bien sûr, dans d'autres pays du monde, bien sûr on parle de Trump, et on s'en moque, mais attention, l'Europe a produit des atrocités innommables. Donc nous avons en notre sein la capacité de refaire naître les pires choses. C'est ce qui est dit dans l'état de siège. C'est-à-dire, la peste n'a pas disparu. Et c'est pour ça qu'il écrit le roman La peste. Et il faut faire attention parce qu'on peut confondre souvent l'idée du dialogue et l'idée de la polémique. Et ça n'est pas la même chose. Il faut défendre le dialogue, l'échange et se méfier de la polémique pour la polémique. Et alors, dans la pièce de Camus, donc, il y a la mise en place d'un État totalitaire, il y a une vision assez satirique
de cette manière de se mettre en place pour cet État totalitaire. Ça peut rappeler par exemple Ubu d'Alfred Jarry. Il y a cela, et puis il y a des résonances avec ce que l'on observe aujourd'hui en Europe. Emmanuel de Marcy-Motta. Oui, parce que la question justement, c'est de partir de cette idée que, comme je le disais, qu'il faut se souvenir que la peste, comme dit Camus, n'a pas disparu. Et donc, qu'à tout moment, les choses peuvent renaître et peuvent réarriver. Que le pire est toujours possible. Et d'ailleurs, quand on dit que tout est possible, avec Camus, j'ai toujours aimé quand il dit ça. Il dit, mais si tout est possible, alors le pire est possible. C'est-à-dire que l'idée de tout est possible est une belle et une grande idée. Mais alors, il faut accepter que le pire est possible et que l'on peut revoir ressurgir dans chaque ville, parce que c'est le sujet de Camus, le pire de l'homme. Emmanuel de Marcy-Motta, vous êtes franco-portugais. Quelle est la situation justement au Portugal ? On a évoqué tout à l'heure une montée du populisme au Portugal. Vous n'aviez pas l'air d'être d'accord. Oh non, oui, c'est-à-dire, vous avez évoqué, dans l'interview plus précisément que j'ai entendue d'une portugaise aujourd'hui, je connais très bien la situation politique portugaise. Ce que j'appelle la situation politique, c'est les rapports de force, comme on dit, politiques, qui font que le Premier ministre portugais, António Costa, a réussi de manière admirable un équilibre dans un pays qui avait été frappé de manière extrêmement violente par la crise de 2008. Et cette crise que nous avons subie aussi en France et ailleurs. Et donc cette crise au Portugal, comme en Grèce, vous connaissez l'histoire, enfin je pense que nos auditeurs aussi, je ne vais pas la développé depuis 2008 a été très dur pour beaucoup de pays européens. Qu'est-ce qui s'est passé au Portugal ? Dans votre pays, vous avez deux pays, la France, le Oui, Portugal. parce que ma mère est portugaise. Ma mère était une comédienne au Portugal extrêmement connue, très admirée. Mon oncle dirige un théâtre à Lisbonne qui s'appelle le Théâtre de la Commune. Ils ont vécu sous le fascisme et la dictature de Salazar. Je vous rappelle que Salazar, c'est une des plus longues dictatures d'Europe, la plus longue, dictature d'Europe. Mais c'est ça mériterait de développer sur ce sujet, mais c'est pas votre question. La question, elle est que en 2008, le Portugal, et avec la pression d'ailleurs de l'Europe et de Bruxelles, a contraint énormément le pays, c'est-à-dire à baisser les pensions de retraite de plus de 10%, voire 20%, ce qui serait inimaginable en France, à baisser les salaires de la fonction publique de manière extrêmement importante pour justement essayer de rembourser cette fameuse dette, la fameuse dette des pays de l'Union européenne avec une contrition, une décision extrêmement dure de Bruxelles. Donc, la situation était terrible. On disait par exemple que tous les jeunes portugais s'exilaient, qu'il y avait eu une crise absolument épouvantable au Portugal à l'époque. La difficulté et l'espoir, disons les choses, la difficulté et l'espoir pour l'avenir, pour la jeunesse, étaient ébranlés. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, sans être des optimistes forcenés, moi je ne le suis pas, mais il faut faire très attention à ne pas rendre trop inquiet une jeunesse qui alors serait amenée à ne plus croire en rien et à partir toujours. Donc on a eu cette situation. Mais alors comment vous expliquez ce retournement positif pour positif. Vous, retournement positif, absolument. Il a été là économiquement positif. L'expliquez-vous ? L'inquiétude, elle est pour demain par rapport aux élections européennes. Je veux dire, le sujet aujourd'hui qui doit nous importer, c'est que nous avons, puis si nous considérons que nous sommes européens, et je pense que c'est le grand sujet, c'est définir qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être européen. Parce qu'il y a plein de manières d'être européen. On le voit bien, y compris les partis d'extrême droite en France ou ailleurs, reconsidèrent finalement la question en disant on peut être européen à partir d'une Europe des nations. C'est-à-dire qu'ils ont bien calmé leur jeu, etc. Donc au Portugal, on a vu un équilibre politique se faire de manière très importante grâce à António Costa, et aujourd'hui les résultats sont très positifs. Donc l'inquiétude d'une montée des nationalismes au Portugal est franchement pas la priorité. Mais c'est un pays qui est stable sur cette question. Comment l'expliquez-vous ? Comment expliquez-vous le fait qu'on soit passé d'une situation qui était extrêmement tendue, très précaire, avec un pays qui était dans une crise profonde, à une situation où aujourd'hui le Portugal est finalement dans une situation plutôt enviable. Vous voyez, ça pourrait donner des idées à des pays qui traversent des crises en Europe. Tout à fait d'accord, mais il est même enviable, je veux dire, par rapport à la France. J'ose le dire, et ça, c'est pas parce que j'ai une moitié portugais en moi, pas du tout. Je suis pas un nationaliste portugais, donc c'est pas la question. La question, elle est que le Portugal aujourd'hui réussit, et c'est ça qu'il faut observer. On devrait être des meilleurs observateurs en France et se tourner vers ceux qui réussissent et regarder et faire attention à ceux qui risquent de glisser dans cette montée nationaliste au sein des pays de l'Europe.
l'Europe en vue de ces élections du mois de mai. Mais au Portugal, ce qui a été réussi, c'est que justement, il y a eu un équilibre politique ou un dialogue politique a pu se faire entre le centre, pour être clair, la gauche et la droite. Donc, il y a eu quand même des décisions qui ont été prises qui permettent de sortir le Portugal de la crise, d'avancer en termes de responsabilité, mais de redonner confiance à un peuple. Quelles ont été les décisions politiques importantes au Portugal ? Antonio Costa et son gouvernement, d'abord, a su dialoguer avec la gauche portugaise. Entre le PS, puisqu'il est au Parti Socialiste, et c'est le leader du Parti Socialiste, et un très grand, important leader au sein de l'espace européen, il a su, avec son aile gauche, je dirais, trouver un dialogue qui fait que, bien sûr, on a refusé de parler de manière trop populiste de l'Europe. On a fait attention à maintenir un cap qui soit extrêmement clair quant à la question, justement, de la redistribution économique, tout en donnant des gages à Bruxelles et en s'engageant sur redresser des déficits. Donc ce point d'équilibre, il a été trouvé. Et on peut le trouver. La preuve, on regarde sur le Portugal comment ça a été fait. Deuxièmement, beaucoup de choses ont été mises en place du côté de la culture, du côté de l'éducation, pour aider les nouvelles générations. Eh bien, il y a eu un grand plan national pour l'éducation et une grande réforme de l'éducation, qu'on appelle l'éducation nationale en France. Là-bas, il n'y a pas le mot national, hein. C'est l'éducation, point. Et cette éducation pour tous, avec une grande ouverture sur les pays extra-européens, qui sont les anciennes colonies, pour être clair, portugaise. Le Portugal a des anciennes colonies comme l'Angola, le Mozambique, et le lien justement avec ces anciennes colonies d'Afrique a été retravaillé, repris entièrement pour que les nouvelles générations ne soient pas dans des tensions quant à cette question, c'est-à-dire la question de l'immigration. Deuxièmement, un grand plan a été mis en place sur la culture, qui a été un plan extrêmement important pour donner aussi la possibilité à des créateurs de travailler aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas. Et enfin, des réformes sociales fondamentales ont été mises en place. Emmanuel de Marcy-Motta, vous êtes metteur en scène franco-portugais, vous dirigez le théâtre de la ville, vous êtes notre second témoin européen. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour continuer à évoquer votre conception de la culture, ce qu'elle peut apporter aux Européens, aux Français, et votre vision de cette échéance électorale prochaine. 8h sur France Culture, très bon réveil à tous. Nous retrouvons notre second grand témoin pour parler d'Europe et bien entendu de l'échéance électorale européenne. Emmanuel de Marcy-Motta, vous êtes metteur en scène franco-portugais, vous dirigez le théâtre de la ville, vous avez été un grand promoteur du théâtre auprès de la jeunesse, instigateur en 2010 du rendez-vous Chantier d'Europe dont la 10e édition aura lieu du 8 avril au 2 juin prochain. Votre réaction à ce que vient de dire Frédéric Seyss au sujet donc de cette crise des Gilets jaunes, le grand débat, bref, quel regard portez-vous sur la période particulière que traverse la France ? Je pense que nous traversons une période effectivement à laquelle il faut être très attentif, sur lequel nous devons porter un regard responsable, parce qu'il s'agit aussi des nouvelles générations. C'est-à-dire, moi je vais lancer un projet au mois d'avril avec les Chantiers d'Europe qui effectivement sont dans leur 10e édition. Qu'est-ce que c'est les Chantiers d'Europe ? C'est un moment que j'ai voulu depuis longtemps. C'est-à-dire que quand j'avais été nommé à Reims, au Centre dramatique national de Reims, il y a maintenant plus de 15 ans, j'avais lancé un temps qui s'appelait Scènes d'Europe, où j'avais invité d'ailleurs Eri De Luca, que vous avez invité il y a peu de temps ici même, Imre Kertész, qui est un très grand poète, né à Budapest dans les années 30, qui a connu Camus, qui a connu Beckett, c'est-à-dire un moment où la question de l'Europe est traitée aussi à travers la question de la culture et des arts, c'est-à-dire ce qui fait que nous sommes européens, c'est aussi de cette circulation de la pensée à travers des artistes, et je parle de la littérature, là, de la poésie. Prenez Fernando Pessoa pour le Portugal, prenez Kafka, prenez Ionesco pour le rapport entre la Roumanie et la France. Dans le XXe siècle. Je ne parle pas des siècles précédents, je parle du XXe siècle, c'est-à-dire notre siècle. Et à partir de là, il me semble qu'il est important de pouvoir lancer un nouveau projet, vraiment un nouveau projet, qui est de dire comment prendre en compte la jeunesse qui a aujourd'hui 18 ans, c'est-à-dire les premiers nés du XXIe siècle, ceux qui sont majeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on va rentrer dans le XXIe siècle. On n'y est pas encore rentré. Et c'est une question essentielle pour l'Europe. Et soit on va aller vers un retour, un repli, comme on dit, identitaire, une montée à nouveau des nationalismes à laquelle on assiste depuis 2001, depuis les attentats du 11 septembre. C'est évident, on ne va pas se voiler la face. Et on le sait sur la Hongrie, sur la Pologne, sur l'Italie. Ce qui se passe en Italie est extrêmement grave. Au sein de l'espace européen, la relation franco-italienne, ce sont des questions fondamentales. Donc, quand on relie tout ça à ce qui se passe dans notre pays, comme on dit, et ce
mot pays est un mot que j'aime, parce que nous pouvons avoir plusieurs pays en nous-mêmes, comme disait, plusieurs identités. Vous en avez 2 au moins, puisque vous avez le Portugal et la France. J'en ai plus, j'espère que j'en ai 3, j'espère que j'en ai 4, comme disait Fernando Pessoa. Il y a plusieurs êtres en moi-même. Et nous devons accepter, travailler sur le fait de comprendre les plusieurs êtres, y compris contradictoires, qui sont en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être une seule chose. Donc, ça c'est du point de vue artistique et culturel, mais aussi en responsabilité de citoyen. Donc, quand on a cette question aujourd'hui, qui est celle de vouloir effectivement, à travers le mouvement des Gilets jaunes, espérer qu'il y ait plus de considération de la question du social. Et je pense que c'est important d'entendre cette réaction, si vous voulez, comme on pourrait dire, spontanée, mais je me méfie toujours des mouvements spontanés. Enfin, il faut voir toujours comment ça structure, vers où ça va et comment c'est récupéré. Mais au départ, il y a une interrogation, une angoisse sociale. Et on voit bien qu'on a une Europe angoissée en France et ailleurs sur son avenir. Donc il faut être très attentif. On ne peut pas le balayer d'un revers de la main. Mais il y a la question de la culture. On ne peut pas laisser la culture de côté comme ça, parce que vous êtes un être de culture, nous sommes tous des êtres de culture, et nous sommes constitués profondément par les poètes, par des pensées, par des philosophes. Sinon, on risque de passer à côté. Emmanuel de Marcy-Motta, quand vous comparez la situation au Portugal et en France, pourquoi a-t-on l'impression, à tort, à raison, que la situation est plus apaisée au Portugal ? C'est difficile de répondre à cette question, mais c'est très important. Au Portugal, du point de vue politique, effectivement, je le disais, je pense que le Premier ministre portugais, António Costa, a réussi un équilibre extrêmement périlleux, et d'ailleurs les journalistes en France le disent, puisqu'ils disent que c'est un équilibre politique quasiment unique qu'on n'a jamais vu, puisqu'il arrive à gouverner avec l'extrême gauche d'un côté, puis la droite, le centre droit. Mais bon, vous savez, mais la tradition xénophobe, antisémite qui connaît la France, eh bien, le Portugal ne la connaît pas de la même manière. Il faut dire aussi les choses. Parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi la société. Oui. Et justement, vous qui connaissez bien la société portugaise, quelle est sa spécificité ? Vous avez connu l'une des plus longues dictatures d'Europe. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui cette apparence ou cette réalité, non, c'est une réalité. De démocratie, de société apaisée, où on a l'impression qu'il fait mieux vivre qu'ailleurs pour l'instant. Parce que cette question justement du repli identitaire n'est pas, il n'y a pas cette angoisse, si vous voulez, profonde de se dire qu'on va être décadent, qu'on va perdre ce qu'on a créé, ce qu'on a été, ce qui est des fois, quelquefois en France, c'est ce qu'on entend dans d'autres pays européens, d'où cette volonté nationale souvent de se dire on doit alors retrouver la grandeur du passé. Mais ce sont des mythes, il faut regarder l'avenir, il faut regarder la planète telle qu'elle est. Et le Portugal sait aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit par contre d'être attentif à ces nouvelles générations, qu'il s'agit de redonner espoir à une jeunesse, que cette jeunesse, elle peut être plurielle dans son identité, que son identité est profondément plurielle, qu'on peut avoir le goût de son pays et être fier, comme on dit, de son pays et de sa langue, mais que notre propre langue est faite aussi de la culture des autres, et que ce rapport à l'autre, ce rapport y compris extra-européen, à des pays qui sont ou des continents comme l'Afrique ou l'Asie, c'est-à-dire cette grande culture du voyage et de la compréhension de l'autre, qui est dans la poésie portugaise d'ailleurs, et qui amène à une douceur du rapport à l'autre et à la relation, c'est-à-dire travailler contre l'agressivité, faire attention à ne pas être dans notre propre quotidien agressif dans le rapport à l'autre, avoir une attention pour les générations, faire attention aux plus âgés d'une société, trouver une douceur et ne pas être dans cette idée du dégagisme permanent. Eh bien, en France, aujourd'hui, on prend des risques à ces endroits-là, puisque on ne combat peut-être pas assez cette agressivité. On aime la polémique permanente. Et il faut faire attention. Je pense qu'il faut... Une tradition plus violente. Vous avez beaucoup travaillé sur la violence au théâtre. C'est mon sujet, la violence, si vous voulez, dans les sociétés, à travers Rhinocéros. Quand je montre Rhinocéros, écrit par Ionesco, qui est justement un Roumain, qui a vu la montée des extrêmes, qui a vu son père devenir un fasciste, qui a vu comment l'homme peut se transformer et devenir un autre, et une bête monstrueuse. On ne doit jamais oublier ces tendances qui sont profondes, archaïques en chacun et dans des peuples, et qui peuvent alors devenir extrêmement dangereuses. Donc, il faut, je pense que c'est très important quand le président de la République lance cette idée de cette concertation où chacun doit pouvoir s'exprimer. Eh bien, c'est un moment positif. Il faut l'utiliser. Il faut, et je regrette par contre clairement que la culture n'ait pas été mise au centre aussi de la question. Pourquoi, d'après vous ?
Mais parce que tout le monde aujourd'hui parle du social. Et c'est important, parce qu'il y a une inquiétude, mais il faut aussi ajouter à cela, ça ne va pas contre. Les populistes, ce sont ceux qui opposent, si vous voulez, la question sociale à la question culturelle, comme si la culture était réservée pour une élite. C'est des vieux discours, c'est une vieille approche, mais on l'entend encore en France. C'est-à-dire ce besoin de diviser pour exister. Non, la culture, elle doit être pour tous. Dans le grand débat, on aurait dû avoir un grand débat sur qu'est-ce que c'est que la culture pour tous, quelle est la place de la jeunesse dans la culture, quelle est la place de la création et quelle est la place de l'éducation artistique. Comment on peut transformer l'école par l'art et l'art peut transformer aussi l'éducation. 8h29 sur France Culture, deuxième émission consacrée à l'élection européenne en compagnie d'un grand témoin, Emmanuel de Marcy-Motta. Vous êtes metteur en scène franco-portugais. J'ai fait vos poches, j'ai trouvé La sorcière de Michelet. Vous avez une passion pour les sorcières et peut-être peut-on relier cette passion, le fait que vous avez monté les sorcières de Salem, avec aussi cette sensation que nous avons d'une montée de l'irrationalité, Emmanuel de Marcy-Motta. Oui, absolument. Je vous remercie d'employer le mot, c'est-à-dire aujourd'hui une montée de l'irrationnel, c'est-à-dire quand Arthur Miller, qui écrit Les sorcières de Salem dans les années 50, je vous disais que j'ai une grande passion pour des auteurs et des pièces qui sont peu jouées, parce que ça nous permet d'entendre. Quand je fais L'état de siège d'Albert Camus, qui est une pièce écrite en 48, Le rhinocéros est une pièce écrite au milieu des années 50, Les sorcières de Salem, c'est une pièce écrite en 53, qui part d'un fait réel à Salem, dans la ville de Salem aux États-Unis, où en 1692, des filles vont être condamnées et des femmes vont être condamnées pour sorcellerie. Et Michelet écrit un texte extraordinaire qui s'appelle La sorcière et qui est quelque chose vraiment que je vous invite à lire pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un texte fantastique sur justement la peur des hommes, que les hommes ont de certaines femmes en particulier, et cette peur irrationnelle de la femme et qu'on va condamner pour sorcellerie. Et vous savez qu'en Europe, beaucoup de jeunes femmes, même des adolescentes, ont été condamnées à mort parce que tout à coup on les a traitées de sorcières. Donc cette dimension irrationnelle qui est celle finalement, je dirais, qu'on retrouve des fois, et aujourd'hui, qui est présente, je pense, à travers l'idée de la rumeur, la dénonciation permanente, le besoin de la stigmatisation, eh bien, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Et il y a un retour de l'irrationnel dans un moment qu'on pensait rationnel, et je pense que cette entrée dans ce 21e siècle est extrêmement difficile, et qu'il faut alors être attentif aux mécanismes de l'irrationnel. Et chez Michelet, justement, il y a aussi un mythe, il y a une histoire du peuple, il y a une attention portée au peuple. On reparle beaucoup de Michelet actuellement puisqu'il est publié en Pléiade. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le peuple, Emmanuel de Marcy-Motta ? C'est un mot qu'il faut toujours redéfinir. Et alors, dans le théâtre, en France, on le sait, c'est important, puisqu'on a rêvé d'un grand théâtre national populaire. Jean Vilar, après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà avant, entre les deux guerres, on avait employé ce terme de l'idée, justement, du populaire. Mais attention, il faut alors considérer, avec beaucoup de précision, ce que peut être le peuple. Et le peuple, c'est-à-dire tous, c'est-à-dire les citoyens, tous les citoyens, alors, qui font le pays. Et le mot peuple raccordé au mot pays. Et c'est important, alors, de pouvoir considérer, si je prends moi du côté de la culture et des arts, qui est l'endroit où j'essaye d'agir, où j'agis, je dirais comme metteur en scène, mais comme directeur évidemment d'institutions aussi, avec beaucoup d'autres, eh bien c'est de pouvoir rassembler tous les âges de la vie. Tous les âges de la vie, quand je lance ce parcours enfance et jeunesse, c'est de considérer que justement on doit commencer à donner la chance dès le plus jeune âge, que l'égalité des chances, elle commence par l'école de la République, que cette école de la République, on doit y être très attentif et on doit savoir la défendre, y compris quand on est un artiste, et on doit s'engager à être présent dans le rapport d'éducation artistique, que l'enfant, dès le plus jeune âge, a le droit, au meilleur. Et peu importe la classe sociale, justement. Le deuxième élément, au-delà des âges de la vie, c'est justement les classes, ce qu'on appelait les classes sociales. Et que chacune et chacun, où qu'il soit né, quelle que soit sa famille, a le droit, justement, à pouvoir découvrir une œuvre du passé, du présent, et s'interroger sur son avenir, à travers les poètes de l'Europe, à travers notre culture européenne. Et enfin, ce qui fait peuple aussi, c'est d'où vous venez. Qui êtes-vous ? D'où viennent vos grands-parents ? Est-ce qu'ils viennent d'Algérie ? Est-ce qu'ils viennent du Sénégal ? Est-ce qu'ils viennent de Tunisie ? Est-ce qu'ils viennent de Côte d'Ivoire ? C'est-à-dire ce que la France a eu, c'est-à-dire des anciennes colonies et des rapports extra-européens. Et que notre Europe aujourd'hui, peut-être, il faudrait considérer clairement que vous pouvez être noir et européen, et même
je dirais, d'une autre religion que la religion catholique. Et c'est ça qui fait Europe. Et il faut alors faire peuple. Et pour faire peuple, c'est là qu'on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'être populaire. Et ça demande une réelle réflexion et un accompagnement pour considérer alors que tout le monde a sa place et que tout le monde peut être européen à partir du moment où nous avons bien clarifié qu'est-ce que c'est que les valeurs européennes. Lutter contre la peine de mort, oui, dans l'espace européen, au Portugal, en France et ailleurs, la peine de mort a reculé heureusement. Ce sont les grandes questions essentielles, c'est-à-dire des lois, des défenses que nous avons de tous les citoyens et de l'égalité, qu'elle soit homme-femme, ce qu'on appelle la parité aujourd'hui en France, de l'égalité des chances pour tous dès le plus jeune âge. Il y a des valeurs européennes et le combat doit être mené sur ces valeurs. Et à un moment, il ne faut pas se tromper. Sinon, on devient un petit peu populiste, limite poujadiste. Et la France a connu ces mouvements-là. Il faut faire très attention aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on défend une idée populaire qu'on est populiste. Il faut bien distinguer les choses. À cet égard, Emmanuel de Marcy-Motta, on a débuté cet entretien en parlant de Camus. Camus est une belle figure pour résumer l'Europe que vous appréciez, l'Europe dont vous aimeriez voir en quelque sorte l'incarnation de manière peut-être plus éclatante. Mais oui, puisque Camus, c'est l'Algérie et la France. Camus, c'est la grande question pour ce pays au XXe siècle, puisqu'il est né en Algérie. Comme je disais, Ionesco, il est né en Roumanie. Donc, Camus, aujourd'hui, peut-être plus que Ionesco, dans nos interrogations, puisque Albert Camus, c'est le rapport entre deux pays, deux peuples, et la manière dont nous pouvons travailler à une fraternité. Vous savez, le mot liberté, égalité, fraternité, ce qui nous constitue. La difficulté, c'est que la liberté, on peut faire des lois. L'égalité, nous devons faire des lois pour l'égalité. Mais la fraternité, là, c'est aux citoyens de la constituer. On ne peut pas tout attendre du politique. Emmanuel de Marcy-Motta, vous êtes metteur en scène franco-portugais. C'était la seconde fois qu'on évoquait l'Europe avec un grand témoin.